Bonjour. C'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui chez ICI Télévision, chez Art et Lettres, France Voltaire, originaire de Haïti et titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et relations internationales. France Voltaire a reçu de nombreuses bourses des Nations Unies, du Japon, de l'Université et Montréal, entre autres. Il a publié de nombreux articles ainsi que deux livres, Black Power in Haiti et Brief History of Blacks in Canada. Il a également produit plusieurs films et documentaires, entre autres le documentaire tel que Les Chemins de la Mémoire, prix de l'ONF, Au nom du père Duvalier, Maestro Lisa, Mano Charlemagne, etc. Il a fondé le Festival de films sur les droits de la personne de Montréal et a servi de chef de cabinet pour le premier ministre haïtien Robert Malval. Parmi ses autres accomplissements, il a été membre du Conseil des arts de Montréal, président fondateur du SIDICA, fondé en 1983, un organisme haïtien et caribien de Montréal, et éditeur de la maison d'édition SIDICA. France Voltaire vient d'être consacré lauréat du mois de l'histoire des Noirs en 2021. Alors France, je vous souhaite la bienvenue parmi nous chez Art et Lettres. Merci, et puis merci de l'invitation, et puis bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Alors ça fait plaisir de vous recevoir chez Art et Lettres pour parler non seulement de votre cheminement, mais du syndicat, de vos engagements, de vos multiples engagements généralement. Des livres que vous avez écrits dans les sciences sociales, puis des livres que vous avez écrits et dirigés tels que Pouvoir noir en Haïti, une brève histoire des Noirs au Canada, comme je viens de le mentionner. D'après le titre, peut-on dire que votre littérature, votre écriture est une écriture engagée, une écriture de la réappropriation de la mémoire en général? Bon, disons que je me suis toujours intéressé au problème de la préservation de la mémoire des minorités et notamment des peuples de la Caraïbe. C'est en ce sens que nous avons, avec plusieurs autres, je ne suis pas le seul d'ailleurs, ça s'est fait avec plusieurs collègues, nous avons fondé le syndicat pour préserver la mémoire des communautés caribéennes et la mémoire aussi des Afro-Canadiens. Donc, en préservant publications. Oui. Ces publications sont aujourd'hui avec la bibliothèque de plus de 26 000 ouvrages. Nous avons la bibliothèque peut-être la plus importante au Canada sur ces communautés. Nous organisons aussi des expositions parce que nous avons dans le temps aussi monté une photothèque, c'est-à-dire la préservation de la mémoire visuelle. Donc ça a été mon champ d'intérêt et il ne s'agissait pas simplement de collectionner pour le centre des ouvrages, il s'agissait de les mettre à la disposition des organismes communautaires, des journalistes, du grand public aussi. Parce que la bibliothèque, excellent, vous pouvez être membre et avoir accès à tout cela. Et depuis 2 ans, nous avons mis en place un processus de numérisation pour passer au digital, comme on dit. Excellent. Alors, vous avez écrit sur Haïti surtout, donc comme je peux le voir, et puis sur l'histoire des Noirs au Canada, mais Haïti, elle est très présente. Que représente Haïti justement pour vous et comment est-ce que vous auriez pu actualiser ce que vous aviez écrit, par exemple, comme votre premier livre, comment vous auriez pu actualiser tout cela dans le Haïti contemporain? Est-ce que vous auriez écrit les mêmes choses, je veux dire? Peut-être que non, mais je continue à m'intéresser à Haïti puisque j'ai une émission quotidienne à la radio. Nous travaillons sur Haïti dans différents projets, même dans des projets avec, c'est un collègue qui s'occupe de ce dossier, des projets de formation. Nous avons des projets d'appui aux bibliothèques en Haïti. Nous avons supporté des bibliothèques universitaires, mais aussi des bibliothèques dans des petites villes. Donc pour nous, c'est extrêmement important. La question de la mémoire aussi se traduit dans la publication de 2 revues. Une revue caribéenne, les chemins critiques, que nous continuons à appuyer depuis plus de 16 ans, et de l'autre, la publication depuis 2019 de la revue d'histoire haïtienne avec des chercheurs de partout dans le monde. C'est un peu
un projet de se réapproprier l'histoire d'Haïti, mais du point de vue, je dirais, mondial. Et c'était le premier numéro, c'était d'ailleurs le Haïti dans le rôle de la révolution haïtienne dans le monde atlantique. Parce qu'il faut comprendre aussi, la révolution haïtienne a été un phénomène mondial, puisque c'est la première révolte d'esclaves qui s'est traduite par la création d'un État. Donc, il y a, avec aussi la dispersion de plus de 4 millions d'Haïtiens, qui traduit un phénomène, je dirais, fin du XXe siècle et du XXIe, c'est le phénomène de la migration. C'est un phénomène qui touche l'ensemble de la planète, puisque, contrairement aux premières grandes migrations du XVIIe au XVIIIe, qui étaient des migrations à la fois d'Européens, mais des migrations forcées et des migrations violentes dues à la traite négrière, ces migrations aujourd'hui touchent l'ensemble des grandes villes occidentales. On retrouve dans toutes les villes des migrants, et même elles touchent aussi avec le phénomène des pays comme le Maroc, parce qu'il y a une migration interne qui va vers Casablanca et vers les autres grandes villes. Donc c'est un phénomène mondial, et ça nous a intéressé de voir comment préserver la mémoire et l'histoire de ces migrants. Et c'est en ce sens que nous travaillons en développant des archives qui permettent une recherche sur ces migrants et sur les cultures migrantes, mais aussi qui préservent pour le futur l'histoire de ces migrations. Très bien. Qu'ils soient mis aussi en consultation à ces gens. On va revenir à vos documentaires, justement, concernant l'histoire des Noirs au Canada, le vécu des Noirs aussi au Canada. Mais si vous permettez, on va le faire après la pause publicitaire. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui chez Arts et Lettres, France Voltaire, directeur du syndicat, un monsieur très engagé au niveau de l'archivisation de toute une mémoire de documents relatifs à Haïti, à la culture des Antilles d'Haïti et des Caraïbes. Avant de parler de la syndicat, j'aimerais vous poser une question justement concernant l'histoire des Noirs au Canada, publiée en 2020. Peut-être que vous l'avez actualisé, si je ne m'abuse. Oui, le vécu des Noirs, un livre où on l'a réactualisé. Que vous avez réactualisé, mis à jour, ou le vécu des Noirs au Canada. J'imagine, je présume que c'est un livre de documentation, on se documente, n'est-ce pas? Mais le fait d'écrire justement sur les Noirs du Canada, est-ce que parce que vous avez vu qu'il manquait peut-être des recherches et des livres à ce niveau dans les bases de données des recherches? Tout à fait. Il y a très peu de recherches qui ont été faites. Il y a quand même des travaux qui ont été faits, notamment en 1960. C'est un historien, d'ailleurs québécois. C'était Marcel Trudel qui avait publié le dictionnaire. Avant de publier le dictionnaire, il avait publié sur les esclaves au Canada français. Donc, Marcel Trudel avait fait. C'est le premier ouvrage, je dirais, extrêmement bien documenté. Il y a eu après le travail d'un sociologue d'origine haïtienne et professeur à l'Université Laval, qui avait publié chez Septentrion, c'était M. Daniel Kay, sur les Noirs au Québec. Et il y a eu quand même Lawrence Hill, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits, mais ce qui m'intéressait, c'était comment rendre ces recherches accessibles à un public plus large. Donc, on l'a publié et en français et en anglais. Mais aussi, il fallait donner des instruments, je dirais, aux profs pour pouvoir intégrer l'histoire de ces communautés à l'intérieur des cursus d'histoire du Canada ou du Québec. Parce que pendant très longtemps, il y a une sorte d'invisibilité de ces communautés où on en parlait très peu. Donc, depuis quelque temps, avec l'organisation d'expositions, avec les débats publics, notre rôle était de rendre visible ce qui était invisible. Oui,
parce qu'il y a une invisibilisation, comme vous avez... C'est un mot qui est très présent, on peut le dire, donc de rendre visible. Et là, on va parler justement de la Sydica, créée en 1983. Très impressionnant. Donc, il va y avoir un travail qui a été fait depuis les années 80. Je vais vous laisser nous parler de la Sydica France, son mandat et ses objectifs. Je sais que vous êtes éditeur aussi, vous publiez les gens, mais je vais vous laisser vous exprimer à ce niveau. C'est quoi la Sydica, son mandat, ses objectifs? Bon, d'abord, je dirais que la création du Sydica, à l'époque, j'enseignais à l'Université du Québec, il y avait aussi à l'époque un centre de recherche Caraïbes qui existait bien avant. L'Université de Montréal, en fermant ce centre de recherche, on savait que ça ne prenait que 2 ou 3 ans avant de le fermer. Donc, beaucoup de gens qui fréquentions ce centre, nous avions décidé à l'époque qu'il fallait créer un centre qui servirait d'interface entre la production de savoir qui se fait dans les universités, entre les universités et aussi avec les organismes communautaires, c'est-à-dire donner aux représentants des organismes communautaires des instruments pour pouvoir mener leur action en défense des droits des minorités, pour pouvoir résoudre certains problèmes, parce qu'eux, ils étaient pris dans le feu de l'action. Donc, en ce sens, on a créé cela. Deuxième élément qui nous a poussé à créer ce centre, nous étions à l'époque des réfugiés politiques d'Haïti. Parce que nous étions à l'époque de la dictature des Duvalier. Donc, il fallait bien sûr, nous ne savions pas combien de temps ça allait durer. Donc, on a mis en place ce centre pour documenter ce qui se passait en Haïti, pour donner une voix à ceux qui étaient sans voix. C'est en ce sens aussi qu'on a créé à l'intérieur du centre cette maison d'édition qui devait permettre de publier des auteurs qui, à l'époque, n'étaient pas publiés, pas parce qu'on disait est-ce qu'il y a un marché pour ça, est-ce que ça, on va les vendre. Donc, à partir de ce moment et depuis 1986, on a mis en place cette maison d'édition et aujourd'hui, on a publié plus de 500 titres et on a publié dans les 4 langues de la Caraïbe, essentiellement en français, mais aussi quelques titres en anglais, en espagnol et en créole. Bon, la chute de la dictature va ouvrir la possibilité d'intervenir en Haïti. Et c'est en ce sens que nous allons développer des rapports avec différents organismes en Haïti pour renforcer ces organismes, pour aussi aider avec la mise en place d'ouvrages, faire des coéditions. Mais ça s'est même étendu à l'Afrique, parce que, par exemple, nous avions publié un livre avec le Burkina Faso et nous avions abordé des thèmes qui n'étaient pas très abordés. C'est ainsi, par exemple, que nous avons publié un livre sur ces derniers migrants qui sont arrivés dans les Caraïbes, qu'est la migration arabe. Et donc, on a publié un livre sur l'Orient dans le roman de la Caraïbe. Et moi-même, j'ai eu à faire un documentaire sur un musicien palestinien, Issa El Sayed, qui était un grand ami de ma famille et qui a introduit le jazz en Haïti. Donc, on a publié après la biographie d'Issa sur Issa et le jazz en Haïti. Donc, nous avons publié au fil du temps un certain nombre de recherches. Très bien, excellent. Merci à vous, Monsieur France. Alors, on va faire une pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On vous revient très vite. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité de ce jeudi, France Voltaire. On est en train de parler justement de la Sydica. Alors, France, justement, donc, il y a le volet édition, mais surtout, il y a aussi le volet exposition. Vous avez fait des expos avec la Sydica, Expo Esclavage au Collège Montmorency en 2019, Expo York, Expo Encre Noire, Expo Art et Vaudou. Quel est le vecteur ou quel est le point commun de ces expositions? Voulez-vous nous en dire plus? Bon, d'abord, on travaille avec ces expositions, par exemple avec Christiana Abraham, qui est une anthropologue visuelle. On a travaillé de l'Université
Concordia. On a monté avec elle plusieurs expositions à l'Université Concordia, à l'UQAM et à l'Université York. Donc, c'est un aspect. D'autres expositions ont eu lieu sur l'esclavage, d'autres expositions sur les écrivains noirs du Québec et du Canada, sur les écrivains de Montréal. Il y en a eu non seulement à l'université, mais aussi à l'hôtel de ville. Donc, en tout, il s'agit, au bout de 38 ans, d'une trentaine d'expositions qu'on a montées un peu partout, à la Bibliothèque nationale, à Montréal-Nord. On travaille beaucoup avec Montréal-Nord, qui est notre partenaire, parce qu'on touche une population plus défavorisée, et on travaille avec eux, de même qu'on travaille avec la Maison de la Culture de Notre-Dame de Grâce ou encore de Côte-des-Neiges. Alors, ça, c'est le volet exposition. Ces expositions, elles peuvent être vues aussi sur notre site web. Elles ont eu lieu aussi à l'extérieur du Québec, non seulement en Ontario, en Colombie-Britannique, mais aussi en France, à Lille, à Paris, à La Havane, à Port-au-Prince, au Costa Rica. Donc, il y a tout un travail que l'on fait parce que le centre aussi, c'est un centre international. Nous avons une antenne pour l'Europe qui est à Paris et nous avons une antenne aux États-Unis qui couvre l'ensemble des États-Unis. Donc, que ce soit au niveau des publications ou des expositions. Et nous travaillons beaucoup avec les universités aux États-Unis, comme au Québec et au Canada. Ça, c'est la partie exposition. Mais un des programmes les plus importants du centre, c'est la semaine d'action contre le racisme, qui s'est datée du 19 mars au 31 mars. Ce sera la 22e année, donc la 22e semaine. Évidemment, ce sera, puisque nous sommes encore en temps de pandémie, avec des activités virtuelles. Cette semaine, la coordonnatrice, c'est Samira Laouni, qui d'ailleurs est marocaine. C'est elle qui est la coordonnatrice et qui gère la semaine. La semaine de lutte contre le racisme, oui. Voilà, c'est une semaine extrêmement importante parce que c'est un moment de réflexion, c'est un moment aussi où l'on vise à éduquer le public. Donc, tout à fait, aux interventions qui se font soit à la télé, soit à la radio. Nous avons cette émission de radio tous les jours de 9h moins le quart à 9h où je fais un commentaire sur l'actualité locale, mais aussi l'actualité internationale. Lauréat du mois de l'histoire des Noirs 2021, avec toutes nos félicitations d'ailleurs. Mais j'ai comme l'impression qu'il a un peu tardé, vu vos engagements. Bon, peut-être on peut dire qu'elle est venue, c'est bien, c'est toujours bien une reconnaissance quand elle vient. Quels sont vos sentiments et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette consécration de cette année, tant que lauréat? Bon, je pense que c'est toujours intéressant. Moi, j'avais reçu plusieurs prix, mais en fait, je le vois aussi comme la consécration d'un travail collectif. En fait, je suis la partie, comme on dit, visible de l'iceberg, mais derrière moi, il y a toute une équipe de gens qui travaillent dans les publications, l'organisation d'expositions, qui sont un archiviste. Donc, ce sont les gens qui font ce travail, et moi, je ne suis que leur partie visible. Alors, c'est toujours bien d'être reconnu, comme on dit, par les siens. Vous pouvez être reconnu ailleurs, mais c'est toujours bien quand, dans votre communauté, où les gens reconnaissent un peu l'apport de tout cela. Parce que ce n'est pas évident, quand on a mis en place ce centre, où les gens disent, mais écoutez, pourquoi accumuler des livres, pourquoi développer des lieux de recherche, pourquoi tout ça ne semble pas avoir d'effet immédiat. Mais en fait, si vous intervenez auprès, que ce soit, comme vous le faites, à la télé, que ce soit à la radio, mais aussi dans des organismes communautaires, vous devez disposer de données. Vous pouvez aussi essayer de préserver les activités qui se sont développées, parce que les gens ont des stéréotypes.
sur ce qu'est l'arabe, sur ce qu'est le maghrébin, sur ce qu'est l'haïtien, sur ce qu'est le noir. Donc, la nature humaine. Et décoloniser d'une certaine façon la pensée, c'est-à-dire faire savoir aussi ce qui a été réalisé, par exemple, dans une communauté comme celle des Haïtiens. Ça fait plus de 75 ans que les Haïtiens ont émigré au Québec. Mais les Haïtiens n'ont pas émigré qu'au Québec. Ils sont aussi présents aux États-Unis et même des fois fait découvrir des aspects inédits. Par exemple, nous avons quelqu'un qui travaille avec nous, elle est peintre. Eh bien, peu de gens ignoraient que, en fait, elle a grandi au Maroc où son père était médecin. Elle est haïtienne, mais on le voit dans sa peinture, Marie-Denise Douillon, comment elle est marquée. Que nous avons eu le plaisir d'accueillir, bien sûr. Voilà, comment elle est marquée par la culture maghrébine. Exactement, tout à fait. Et donc, des fois, on découvre, moi, par exemple, on avait fait un travail avec un jeune haïtien, je l'avais rencontré à l'UQAM, où j'enseignais, il s'est adressé à moi en me disant « Salam alaikum ». Je lui réponds et il commence à me parler en arabe. Je lui dis « Je ne parle pas arabe ». Il avait peut-être vécu là-bas. Il m'a dit « Ah bon ?» Je lui dis « Non, je suis haïtien ». Il m'a dit « Mais moi aussi ». Je dis « Comment toi aussi ?» Il m'a dit « Oui, j'ai grandi en Égypte ». Et donc, voilà, mon père était médecin en Égypte, je ne sais pas, pour l'OMS. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans un univers très complexe. Les gens, c'est des cultures métisses. Et donc, dans un contexte de diversité qui est toujours présent. Moi, j'ai vu, par exemple, dans un restaurant haïtien, il y a 2 ans, un blond qui commence à parler en créole. Quand je lui dis, mais t'es haïtien, il me dit, non, québécois, mais moi, j'ai toujours vécu avec les Haïtiens. Il n'avait jamais voyagé en Haïti. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et surtout avec la pandémie, et c'est peut-être le message que j'aimerais laisser, on devrait être tous solidaires. C'est-à-dire le repli sur soi n'est pas la solution, parce qu'on est tous appelés à travailler ensemble si nous voulons surmonter les problèmes du changement climatique et les pandémies qui vont toucher par une pandémie, mais on ne sait pas ce qui va venir. Parce que nous devons nous rendre compte qu'aujourd'hui, seule la coopération et non pas la confrontation va nous permettre peut-être de survivre comme espèce. Excellent. Et merci beaucoup pour ce message, France Voltaire. C'est un plaisir de vous avoir accueilli. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de votre passage, de votre aimable patience. Je vous le dis en ligne. C'était un plaisir de vous avoir accueilli, monsieur. On connaît votre engagement et j'ai insisté pour que vous soyez avec nous. Et bien, voilà, c'est fait. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci encore. Je vous en prie, merci de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi, 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.